Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation d'escape game en classe avec le collectif Escape and Games. Escape and Games a été lancé par une professeure d'anglais, Christelle Ken. Elle est maintenant entourée par d'autres enseignants et j'ai le plaisir d'avoir deux membres du collectif avec moi. Bonjour Anne-Claude Meunier, peux-tu te présenter ? Bonjour Mathieu, je suis Anne-Claude Meunier, je suis professeure d'éducation musicale, dans 2 collèges du nord de la Côte d'Or, en Bourgogne. Je fais partie du collectif, maintenant depuis 2017 et j'ai une vraie passion pour la ludification, en tant qu'outil, pédagogique. Alors, je suis également avec Caroline Meyer. Bonjour Caroline, peux-tu également nous dire ce que tu fais dans ta vie ? Oui, bonjour, donc Caroline Meyer, je suis enseignante en histoire-géographie EMC à Auxonne, un gros collège rural du sud de la Côte d'Or. Je suis tombée dans la potion magique de la ludification avec l'arrivée de mes filles principalement. Et puis, je suis rentrée dans le collectif grâce à Anne-Claude et Christelle au milieu de l'année 2019. Voilà. Alors Anne-Claude, tu es la plus ancienne ici dans le collectif Escape and Game. Tu es arrivée peu de temps après que Christelle l'ait créé. Alors, est-ce que tu sais comment ça a commencé, pourquoi il y a eu cette volonté de créer ce collectif ? Alors, Christelle, on a fait connaissance via un réseau, social en fait, hein. On a fait connaissance sur Twitter, parce que je suis toujours assez active, sur ce réseau. J'aime bien partager un peu, ce que je fais avec les autres collègues et du coup, j'ai partagé mon premier escape game sur Twitter et Christelle m'a rapidement contactée pour me demander si elle pouvait relier sur son site Escape and Games, cet escape game que j'avais fait, donc j'ai accepté. Et puis ensuite, rapidement, elle m'a proposé, de la rejoindre pour, faire, une veille sur, les réseaux sociaux, afin de pouvoir collecter un maximum, d'outils, qui servent aux escape games, mais aussi, d'escape games créés par des collègues. Et de cette collaboration à 2 est venue la création du collectif début 2018 où alors combien? Je crois qu'on était 6 collègues nous rejoignent, issus d'univers complètement différents et ce collectif n'a cessé d'évoluer en fonction des envies aussi des uns et des autres et nous sommes, montés en association, en septembre 2020 et là, on est une dizaine de membres où il n'y a pas que des enseignants, on a aussi, des médiateurs du réseau Canopé qui nous accompagnent, dans ces travaux. Mhm. Donc on est association depuis septembre 2019, je pense. Pardon, oui, 2019 évidemment. Et du coup, donc Caroline, tu es la secrétaire de cette association Escape and Games. On a dit qu'il y avait différents collègues qui vous ont rejoint. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors on a, parmi nous des collègues d'anglais, donc notamment Christelle, donc qui a fondé le collectif. On a Charlie Rollo et Didier Martins, donc qui sont des collègues d'anglais. On a avec nous aussi un collègue, de physique-chimie, Stéphane Gambet. Des collègues de français, un collègue de SECPA aussi, qui est donc un professeur des écoles, mais qui enseigne en classe SECPA, hein, Romain Aubé. Et puis 3 professeurs des écoles qui sont, détachés donc au réseau Canopé. D'accord. Alors pour moi qui suis pas trop au courant, c'est que des professeurs qui enseignent au niveau collège, ou est-ce que vous avez d'autres tranches, ou est-ce que vous adressez à d'autres tranches d'âge d'élèves ? Alors, les collègues, professeurs des écoles, donc eux s'occupent plutôt, du primaire, Primaire, dans ouais. leur enseignement, oui, voilà. Et puis, par contre, on est essentiellement des collègues qui enseignons, en collège, mais on va pouvoir aussi aider des collègues qui sont, en lycée et voire même dans l'enseignement supérieur. Ça peut nous arriver aussi. D'accord. Et justement, donc tu as parlé d'aider d'autres collègues. Qu'est-ce que le collectif propose comme service ?
Alors, c'est des services effectivement, d'aide pour les collègues, donc de manière, bénévole et gratuite, hein. C'est vraiment, de l'aide entre collègues. Donc on peut, tester leurs, escape games si, ils veulent voir, si ça fonctionne bien, s'il y a des erreurs, à rectifier avant de passer devant les classes et cetera. On propose aussi, des webinaires, avec des chercheurs, avec des scientifiques pour pouvoir, évoluer un peu dans ces pratiques. On peut, aussi intervenir pour faire des formations. Donc ça, c'est vraiment au sein de l'association et puis, on intervient dans des salons, donc notamment le salon Édu-Ludique, qui a été, créé par, Christelle et par, Émilie Lebray. Et puis, on a aussi des salons comme Ludovia ou le congrès de la classe inversée, par exemple. Voilà. Notre but étant, à la fois d'aider les collègues, d'essaimer les pratiques, de ludification et de contribuer aux recherches scientifiques. Mhm. Et donc, quand tu parles donc là, on a beaucoup parlé d'escape game, mais est-ce que il y a d'autres pratiques ludiques que vous utilisez en classe? Alors, pour ma part, oui, effectivement, j'utilise, des petits jeux, tout simples avec des petites cartes fabriquées maison. On a notre collègue, Charlie Rollo aussi qui, utilise beaucoup les petits jeux en classe, pareil, hein, fabrication maison. Heu, on peut, faire des petites chasses au trésor aussi, des choses comme ça. Et puis, je vais laisser la parole à Anne-Claude qui fait aussi beaucoup de choses de son côté. Moi, de mon côté, j'utilise un peu le jeu vidéo en classe. Et puis, je détourne un petit peu les pratiques qu'on a dans le cadre de la formation pour adultes, pour les mettre au goût du jour avec les élèves. Alors tout ce qui va être, Word Café, photolangage, activité brise-glace, on arrive facilement à les détourner pour en faire des situations d'apprentissage pour les élèves. Ok. Alors, on va revenir sur l'escape game parce qu'on pourrait parler de toutes ces différentes pratiques longtemps, je pense. Comment se fait-il que vous ayez choisi ce support parce que le collectif s'appelle quand même Escape and Games. Anne-Claude, est-ce que tu sais pourquoi vous vous êtes concentrée d'abord sur ce type d'activité-là? Alors tout a commencé, par, un escape game qu'a créé Christelle qui s'appelait Sherlock Holmes et on est au tout début de l'utilisation des escape games pédagogiques. Je dirais que ça doit être, je crois que c'est en 2016 de mémoire. Ensuite pour ma part, quand j'ai commencé à faire un escape game pour une classe de 3e, je ne savais absolument pas que la pratique était déjà mise en place, par d'autres collègues et j'étais vraiment à l'aveugle, quoi. Je savais pas si j'allais me planter, si ça allait réussir. Je dois dire que c'est pas forcément le meilleur escape game que j'ai fait d'ailleurs, depuis, mais en tout cas, c'était un essai qui avait plu aux élèves, même si moi, il y avait pas mal de choses qui étaient perfectibles. Ce qui ressortait, de l'utilisation de ce support, c'est que c'était motivant pour les élèves de travailler différemment, même si je suis une adepte des pédagogies actives, c'est vrai que c'était une autre façon de fonctionner. Ça permettait aussi de revenir, dans la phase de débriefing sur, l'ensemble des compétences qui étaient travaillées et les notions disciplinaires abordées, donc je trouvais que le concept était intéressant et puis, des dires des élèves, ils avaient trouvé que le temps passait beaucoup plus vite pendant cette phase de jeu que pendant toute autre phase d'apprentissage. Donc voilà, le pourquoi des escape games en particulier. Est-ce que Caroline, tu as envie de rajouter quelque chose? Moi, je suis un petit peu pareil, surtout, sur, les idées de motivation des élèves et de débriefing. Moi, je suis venue beaucoup plus tard que ça, à l'escape game, au moment où, en fait, ça commençait à bien se faire connaître, dans la sphère commerciale, on va dire et à la base, j'ai fait un jeu. Il avait pas forcément de nom, c'était ni un escape game, ni une chasse au trésor, ni quoi que ce soit, c'était juste un jeu et en fait, c'est les élèves eux-mêmes qui, ont défini que c'était un escape game pour eux et c'est vrai qu'après quand on regarde un peu, comment se déroulait le jeu, mais il y avait effectivement tous les critères, de l'escape game et puis après, ben, c'est vraiment le cas de le dire, on se prend au jeu.
C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, on y voit des avantages pédagogiques et puis, on se fait plaisir quand on les crée, surtout. Mmh. Mais est-ce que l'escape game a quelque chose de une particularité par rapport aux autres jeux que vous utilisez en classe, qui fait que c'est un support qui est particulièrement bien adapté pour transmettre des connaissances Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez remarqué quelque chose comme ça ou pas? Moi, je dirais que ce qui est vraiment bien avec l'escape game, c'est tout ce qui va être immersion. Quand on va faire, des jeux, type jeu de cartes Dobble, enfin des adaptations, bien sûr, disciplinaires de Dobble ou, Time's Up et cetera, on va rester dans le jeu de société. Quand on est dans l'escape game, on est vraiment dans un univers immersif, notamment dans tout ce qui va être les jeux de fouilles, hein, où là, on va créer des objets, on va utiliser des objets et on va créer des documents, qui vont permettre aux élèves de s'imaginer être dans une autre époque ou d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc ce côté-là est intéressant et puis, du côté des escape games numériques, on est vraiment très, très proche du jeu vidéo. Moi, j'utilise beaucoup Genially pour faire, ces jeux d'évasion numérique et du coup, les élèves ont l'habitude de ce mode de fonctionnement. On va leur lancer des défis qui vont être associés à des feedbacks systématiques, qui vont être visuels, sonores et cetera et donc ça va leur donner l'envie d'avancer puisque c'est le mode de fonctionnement qu'ils ont, eux, à travers le jeu vidéo. Donc c'est vraiment 2 supports différents, le numérique et la fouille, mais qui va, vraiment apporter cette envie d'aller au-delà de ce qu'on arrive à faire d'habitude. Voilà, c'est le défi, en fait, qui les motive. Un dépassement, quoi. Mm. Caroline, tu es d'accord? Alors je partage totalement l'avis d'Anne-Claude. Je rajouterais aussi que l'intérêt, de l'escape game par rapport à d'autres jeux pédagogiques, c'est que ça se fait dans un temps limité. C'est-à-dire que, les élèves ont une mission à remplir et pour cela, on leur donne un temps. Et là, on augmente encore, la motivation, des élèves, hein. Il y a un enjeu, derrière. Il faut réussir avant la fin du temps. Et puis, l'avantage que j'y vois, aussi, c'est que, à travers les énigmes que l'on va créer, on va pouvoir, faire travailler différents types d'intelligence et aussi, du coup, différents types d'élèves, on va dire, qui vont, parfois, avoir des difficultés sur, une énigme et puis sur une autre, ils vont totalement se révéler, ça va rentrer dans leurs compétences à eux et avec ce système de coopération, parce qu'ils sont toujours en équipe, hein, dans un escape game, c'est ça aussi l'avantage, c'est que ça se joue par équipe et donc dans l'équipe, eh bien, on va faire émerger des compétences ou des intelligences différentes à différents moments du jeu et chacun va pouvoir y trouver son compte, heu, pour pouvoir, eh bien, être, rassuré, motivé et même mis en valeur. Est-ce que d'un autre côté, vous avez aussi rencontré des difficultés Anne-Claude, tu disais au début que ton premier escape game, c'était pas trop ça. Est-ce que quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous êtes arrivé à les, pas à les surmonter, mais à les corriger dans les suivants, dans les autres escape games que vous avez créés? Moi, je dirais que la difficulté essentielle que j'ai rencontrée au début, ça va être la gestion du groupe, et c'était mon positionnement, qui était pas clair, en fait. Parce que quand on est dans la phase de jeu, on devient game master. On est aussi en même temps enseignant, mais finalement, ce rôle-là s'efface complètement. Donc j'avais du mal à me positionner, j'avais du mal à guider les élèves. Après 28 élèves qui sont en train de fouiller en même temps dans la même salle, c'est juste le cauchemar, quoi, quand c'est pas organisé comme il faut. Et c'est vraiment des choses qui s'affinent avec la pratique. Donc finalement, les erreurs sont pas très graves, ça permet à chacun d'avancer. Moi, ça m'a vraiment permis d'avancer et de voir que parfois, bon, bah, le semi-numérique peut être, une chose, peut-être plus adaptée à une pratique collective en classe parce qu'on n'a pas toujours les moyens, de couper un groupe en 2. Enfin, en tout cas, moi, en éducation musicale, c'est pas possible et voilà, moi, ça a été surtout ça, ça a été mon positionnement d'enseignante, de game master, ensuite d'expert dans la phase de débriefing. Voilà, toutes ces casquettes qu'il fallait, prendre avec subtilité et il fallait éviter de faire sortir les élèves, de ce cercle magique. Là, je recite, Antoine Tally, ne pas faire quitter, les participants
du cercle magique du jeu. Ça, c'est important parce que des fois, on a tendance à remettre tout de suite notre carcan de prof et ça nuit un petit peu à tout ce qu'il y a eu de positif avant. Et toi, Caroline, quelles difficultés as-tu rencontrées? Alors je vais déjà rejoindre, Anne-Claude et du coup Antoine Tally sur, l'idée du cercle magique où, je dirais que les élèves et moi-même, on a au début, on rentre très vite dans ce cercle, magique quand, le jeu le permet, mais parfois il est, difficile d'en sortir. Et ce que j'entends par là, une de mes difficultés, principales sur lesquelles je travaille encore actuellement, c'est de finir le jeu et de repasser à la position, pédagogique, d'enseignement et tout ça, ça se joue dans la phase de débriefing. Les élèves ne sortent pas du cercle magique pendant le jeu, mais après, voilà, comment le resituer dans une phase pédagogique? Ça, c'est un petit peu difficile pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'améliorer, de travailler, voilà, de leur faire comprendre que, on joue et on apprend en même temps. Et puis la 2e, difficulté, elle est, dans le temps d'installation. Parfois, quand je veux faire un escape game avec une classe, c'est difficile de trouver, le bon moment pour le faire parce qu'il faut pouvoir installer la salle avant. Tout simplement, il faut, créer cet univers, il faut mettre le décor, il faut cacher les énigmes, des choses comme ça. Donc quand, on a juste le quart d'heure de récré avant, bah, c'est peut-être un peu juste, après faut tout ranger aussi, donc quand on a cours juste derrière, faut remettre les tables en place, faut tout ranger et cetera. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut prévoir à l'avance et c'est pas toujours évident et des fois, ben, je c'est même pas possible. Voilà, donc c'est une grosse difficulté, dans l'enseignement. Et puis, je repense à, bah, ce qui s'est passé juste avant, les vacances là, la semaine dernière. J'ai fait un escape game entièrement numérique avec une classe de 5e. J'ai pris la classe mobile, donc c'est un gros chariot avec des ordinateurs puisque les tablettes n'étaient pas disponibles. Donc j'ai pris ce gros chariot avec les ordinateurs qui fonctionnent bien, qui sont reliés à internet. Il y a 2 jeux d'ordinateur et le deuxième jeu, eh bien, ne fonctionnait pas du tout pour lancer, la plateforme Geniali. Ça ne voulait pas se charger, donc il a fallu, dans le temps de jeu, recomposer les groupes, redispatcher les élèves, pour qu'ils puissent, se mettre, avec ceux qui avaient des PC qui fonctionnaient. Et puis une fois que c'était fait, eh bien, on se rendait compte que dans l'interface, quand on voulait lancer, des énigmes sur Learning Apps, qui est une plateforme aussi qui permet de créer des petites applications de jeux, eh bien les Learning Apps, ne se chargeaient pas, ça faisait page blanche. Donc du coup là, l'intérêt, pédagogique, il était, moindre puisque les élèves, ne faisaient pas les jeux, qui leur permettaient d'acquérir des connaissances. Et puis on cassait véritablement, l'ambiance du jeu. «Madame, ça charge pas. Madame, je comprends pas. Madame, vous pouvez venir voir» et là, le cercle magique, il commence à s'effriter, considérablement. Alors justement, pour trouver un peu des réponses à toutes ces difficultés, vous avez mis en place des webinaires avec des chercheurs en ludopédagogie. Donc on a cité Antoine Tally. Il y avait eu aussi Eric Sanchez sur le débriefing. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir des retours de chercheurs Alors, si tu permets, Mathieu, je vais revenir un petit peu sur l'historique de ces Ouais. webinaires, parce qu'en fait, on n'était pas du tout parti sur cette idée-là. Moi, j'avais eu un coup de foudre pour les webinaires en formation distancielle dans le cadre des formations au numérique. Et j'avais découvert une plateforme que je trouvais très, très efficace. Et en parallèle, sur le groupe Facebook Escape and Games, on avait énormément de demandes de formation de gens qui nous demandaient de nous déplacer, alors en milieu de semaine, n'importe quand, pour les former. Donc ça, bien évidemment, c'est pas possible. Donc on leur a demandé simplement à ces membres s'ils souhaiteraient avoir des formations à distance via des classes virtuelles. Et donc on a eu vraiment beaucoup de réponses positives. Donc avec Christelle, on s'est lancé dans ces formations à distance. On en faisait, alors de souvenirs, on devait en faire une par mois. On a dû en faire 3 ou 4, où on inscrivait ceux qui souhaitaient participer.
et on leur faisait une mini formation d'1 heure, 1 heure et demie sur comment créer un escape game, ce qu'il faut anticiper, ce qu'il faut prévoir après, et cetera. Et puis une fois qu'on a fait ces classes virtuelles, après avoir discuté avec Christelle, on s'est dit que c'était pas mal, mais que ça serait bien de pouvoir aller un petit peu au-delà de cette réflexion de comment on fait, mais d'avoir un regard expert sur les pratiques qui sont déjà mises en place. Et on s'est dit qu'on toucherait cette fois-ci d'autres membres qui ont l'habitude d'utiliser les escape games en classe et qui auraient besoin d'avoir une expertise scientifique sur leurs pratiques. Donc c'est de là que sont venus ces webinaires avec des chercheurs. On a commencé avec Michael Freudenthal et Elise Ehrlich qui nous ont parlé de leur escape game de formation qui s'appelle le Learningscape. Donc ils avaient créé dans le cadre du CRI et de Sapiens. Ensuite, nous avons eu un webinaire avec Eric Sanchez qui lui nous a parlé en particulier de la phase de débriefing qui suit l'escape game. Donc son équipe au laboratoire d'innovation pédagogique de Fribourg est en train d'élaborer des outils pour nous aider à débriefer, parce que c'est vrai que hormis poser des questions ou refaire une chronologie avec les élèves, on est un petit peu limité pour le moment. Ensuite, nous avons eu un webinaire avec Antoine Tally qui nous parlait du cercle magique. Donc il avait appuyé sur ses propos sur un essai de Huizinga qui s'appelle Homo Ludens, la fonction sociale du jeu. Je fais peut-être une erreur dans le titre, mais voilà. Ensuite, nous avons eu un dernier webinaire actuellement avec Sylvain Connac, où là, la question qui se posait, c'était est-ce que le jeu est un vecteur de coopération ? Parce qu'en fait, pour nous, c'était évident que dans un jeu, les élèves coopèrent. Malheureusement ou heureusement, Sylvain Connac a soulevé le problème et c'est pas si évident que ça de faire coopérer des élèves par le jeu. Donc, ce regard expert est très important pour nous. Ça permet aussi de maintenir un contact et un lien avec la recherche et de toujours se poser des questions, parce que finalement, on est quand même dans des dispositifs un petit peu expérimentaux et que du coup, on fait pas n'importe quoi, ce sont des élèves, et qu'il faut rester quand même dans un cadre pédagogique efficace et ne pas aller dans des voies qui seraient pas forcément positives pour les élèves. Est-ce que ces interventions vous ont amené à changer des choses dans les escape games que vous créez ? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'estime que tout est amélioratif en matière de pédagogie. C'est-à-dire qu'à un instant T, on a une pratique et cette pratique, elle va évoluer par les rencontres, par les discussions, par les lectures, par tout ça. Donc, moi, par exemple, c'est un webinaire qui a eu lieu où Gilles Brougère avait été évoqué. Donc, Gilles Brougère, c'est un chercheur dans le domaine du jeu qui est l'un des plus anciens en France. Et il y a quelque chose qu'il dit toujours et qui est très important, c'est que dans le jeu, pour que ce soit un jeu, il faut qu'on soit libre de jouer ou non. Et quand on est enseignant, en fait, quand on met les élèves en situation d'escape game, finalement, pour nous, tout le monde joue. Et la question actuelle que je me pose, c'est comment faire quand un élève ne veut pas jouer ? Parce que finalement, comme c'est un jeu, normalement, on ne peut pas l'obliger à jouer. Sinon, on n'est plus dans une situation ludique. Donc je suis en train, moi, d'essayer de trouver des rôles, des missions que pourraient effectuer ces élèves qui n'ont pas l'envie ou qui n'arrivent pas à entrer dans le jeu. Je suis sûre que Caroline aussi est en pleine réflexion sur le sujet. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer en classe, et là, pour le coup, les chercheurs nous aident à avoir des idées. Moi, ça me rappelle même une situation qui arrivait où là, c'était pas les enfants qui ne voulaient pas jouer, c'était les parents. À la rentrée de septembre 2019, j'ai fait un escape game pour la réunion de rentrée des élèves et des parents de 6e. Et évidemment, il y a des parents qui nous ont dit je suis pas venu pour jouer. Et effectivement, c'était vrai. Et là encore, on ne pouvait pas les obliger. Donc, quelle posture on adopte, comment on les fait rentrer dans le jeu sans les forcer, etc. C'est une vraie question. Et moi, ces webinaires, ils ont été importants pour moi pour la difficulté que je citais tout à l'heure, c'est celle du débriefing. Comment on le met en place, à quoi il sert,
au tout début que je faisais des escape games, sans même savoir que ça en était d'ailleurs, hein. C'est Christelle Ken qui me disait: «Mais si, bien sûr que si, que ce sont des escape games que tu fais», quand je n'étais pas encore dans le collectif et du coup, je ne faisais même pas de réel débriefing après et c'est là où, mon jeu perdait, de toute son ampleur pédagogique. Donc voilà, c'est, en entendant et en réentendant, en réécoutant, régulièrement ces webinaires que je progresse là-dessus et puis, la phrase d'Eric Sanchez aussi qu'il avait dit lors d'un webinaire et c'était, son titre d'ailleurs, «On apprend du jeu et c'est pas, on apprend par le jeu». Voilà et ça je le garde en tête, lorsque je fais mes jeux et lorsque, on fait des formations, notamment avec Anne-Claude, dans le cadre de l'éducation nationale. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Alors, vous avez souvent cité le débriefing ou le feedback. Comment sont structurées vos séances lorsque vous utilisez un escape game? Comment ça se passe concrètement? Alors, dans un premier temps, en ce qui me concerne, alors je les vois une fois par semaine, moi, les élèves, hein. 50 minutes, une fois par semaine. Donc il faut être très efficace. Il va y avoir une phase d'explication courte, mais qui bien souvent va être immersive. Alors moi, j'hésite pas à me déguiser, et à me mettre en situation avec les élèves, à me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont entrer dans la salle, on pose les cartables et là maintenant c'est bon, on joue. Heu, donc ils vont découvrir la mission et ensuite pendant la mise en jeu, moi en général ça va durer 35-40 minutes. En tant que maître du jeu, je vais être là pour les remettre sur la bonne voie, éviter qu'ils soient trop perdus, face à une énigme, donc les aiguiller, leur donner des petits indices, et puis aussi parfois il va falloir leur rappeler qu'on joue, mais que ce jeu, c'est quelque chose d'hybride, c'est-à-dire qu'on joue aussi pour apprendre et qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir retenir un petit peu au cours du jeu. Et puis ensuite, moi, après cette phase de jeu, une fois que tout le monde a terminé, il va y avoir une phase de débriefing. Alors, en général, les 10 dernières minutes, mais bien souvent, la séance d'après, je vais reprendre cette phase de débriefing sous une autre forme. Donc, pendant ces 10 minutes, je vais laisser la parole aux élèves. Donc, on va refaire collectivement toute la chronologie du jeu et apporter, soit moi, soit les élèves, le regard expert sur les notions, sur les connaissances qui ont été vues ou revues. Moi, je pratique beaucoup la réactivation dans le cadre des sciences cognitives. Et l'escape game pédagogique, c'est quelque chose qui permet de le faire de façon très efficace dans la phase de débriefing. Et donc, mon débriefing la semaine suivante, ça va être plutôt une activité où on va à nouveau reprendre la chronologie du jeu et les notions abordées et immédiatement les réinvestir dans autre chose qui nous permet d'avancer plus loin. Caroline, est-ce que tu structures aussi ton cours ou ton escape game de la même manière? Alors oui, effectivement, hein, ça se déroule, à peu près de la même manière, sauf que moi j'ai la chance de voir les élèves 3 heures par semaine, donc du coup, je peux revenir, beaucoup plus vite, sur le jeu. J'ai pas besoin d'attendre, une semaine. Je rajouterais juste que, hem, il y a une nette différence entre pour lancer le jeu, il y a une nette différence entre si les élèves ont déjà vécu un escape game pédagogique ou si, pour eux, c'est la première fois. Il y a des élèves, qui l'ont déjà vécu parce que je les ai eus les années précédentes ou parce qu'on l'a déjà fait dans l'année et puis des classes, où, ils n'en ont jamais fait et là, du coup, il y a vraiment, une grande différence d'annonce de ce qu'on va faire, de précautions à prendre pour leur expliquer effectivement qu'on va jouer, mais que ça sert soit à réviser, soit à prendre des connaissances, soit à vérifier où ils en sont dans leurs connaissances. Que, on va, apprendre de ce jeu, qu'il y a aussi des règles à respecter. On collabore, on coopère, on ne monte pas, sur les meubles pour pouvoir aller, chercher des énigmes. Parce qu'on va être face à des élèves, clairement, qui vont être surexcités à partir du moment où on va leur dire qu'on fait un escape game. À l'inverse, j'ai parfois, discuté avec des collègues qui, pensaient faire un escape game
et qui au final faisait quelque chose de très très bien. C'est pas du tout ça le problème, mais qui ressemblait plus à une enquête policière ou à une chasse au trésor. Et je leur dis à chaque fois, bah, faites attention dans les mots que vous allez employer, parce que si vous dites aux élèves que vous allez faire un escape game et que dans votre jeu, au final, par exemple, il n'y a pas de fouille réelle ou de fouille numérique, peu importe, mais que tout va leur être donné, il va y avoir une grande déception de la part des élèves. Puisque quand on leur dit escape game, pour eux, ils vont fouiller partout, numériquement ou réellement. Mais voilà, il faut mesurer cette attente des élèves pour un, ne pas les décevoir et deux, pas non plus qu'il y ait trop d'excitation de leur part et que du coup ça devienne du grand n'importe quoi, surtout si on a un grand groupe. À l'inverse, une classe qui est plus habituée, parce que c'est une forme de pédagogie qu'on emploie 2 voire 3 fois pendant l'année. C'est pas non plus énorme, mais voilà, ils ont l'habitude, ils savent comment ça se passe. Clairement, ces élèves-là, ils rentrent dans la salle, ils voient le décor. Ça m'est arrivé là, aux alentours du 14 février. Et c'était une classe qui était habituée. J'en avais déjà fait avec eux l'année dernière. La mise en scène était prête dans la salle de classe quand ils sont arrivés. Je ne leur avais pas dit à l'avance qu'on allait faire un escape game pendant 7 heures. Ils sont arrivés, ils ont vu le décor, ils ont posé les sacs dans un coin, ils sont répartis en groupe et ils ont attendu le lancement de la mission. Voilà, parce qu'ils étaient habitués. Donc une grande différence entre entre des élèves qui ne sont pas habitués et d'autres qui le font pas régulièrement, hein, encore une fois, hein. 2 ou 3 fois pendant l'année, c'est le grand maximum. Alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner à vos collègues qui souhaiteraient se lancer dans l'utilisation d'escape game en classe? Alors, il y a un conseil avec Caroline qu'on donne systématiquement dans toutes nos formations institutionnelles. C'est une image que donne Eric Sanchez dans, je crois, quasiment toutes ses conférences. C'est que la ludification, les escape games pédagogiques, c'est pas du chocolat qu'on met sur un brocoli. C'est-à-dire que si on a des notions imbuvables à faire passer ou qu'on a une séquence qui fonctionne pas, c'est pas parce qu'on va mettre une dose d'escape game, de fouille, de ludification que la notion va mieux passer en fait. Il va vraiment falloir trouver un juste équilibre pour que le tout soit digeste. Donc là, c'est l'image de Margarida Romero, l'image du carrot cake avec son topping. Certes, ce sont des légumes, mais le mélange est plutôt agréable au goût. Et malheureusement, on a pas mal de collègues qui pensent que c'est la solution miracle, sauf que pas du tout et que bien au contraire, ça risque d'avoir un effet complètement négatif, voire pire qu'un cours traditionnel. Ensuite, le deuxième conseil qu'on donne toujours, parce qu'on a des collègues qui, encore aujourd'hui, oublient cette phase, c'est que sans débriefing, le jeu n'a aucun intérêt. Il a l'intérêt d'avoir joué, mais finalement, d'un point de vue pédagogique, il n'a plus aucun intérêt. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense qu'on attend tous avec impatience les résultats des recherches des étudiants d'Eric Sanchez sur les outils du débriefing, parce que c'est vraiment l'essentiel dont on a besoin pour avancer dans la pédagogie. Caroline, tu aurais un troisième conseil? Alors, le troisième conseil que je donnerais, c'est de faire comme n'importe quelle séquence pédagogique, c'est-à-dire de définir à l'avance quels sont les objectifs de cette séquence qui sera un escape game. Voilà, définir bien ces objectifs pédagogiques, les compétences qui sont visées, et cetera. C'est pas juste un jeu, c'est vraiment un travail pédagogique sous une autre forme, mais comme n'importe quelle séquence pédagogique. Et ça, faut pas l'oublier. Et puis le dernier conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à faire tester son jeu à l'avance. Donc le collectif peut être là pour tester le jeu, il y a aucun souci. Et on n'oublie pas aussi qu'on peut faire tester par sa famille, on peut faire tester par ses collègues. On peut aussi prendre une classe pour tester avec cette classe-là, parce qu'elle est habituée justement aux escape games, parce que c'est pas avec ce niveau-là qu'on va travailler, mais avec un autre niveau. Bon, voilà. Mais surtout, ne pas hésiter à faire tester ce jeu auparavant pour être sûr que tout fonctionne bien.
Ouais, prévenir les problèmes. Alors, avant de terminer notre échange, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et dont vous aimeriez parler? Anne-Claude, peut-être? J'aurais envie de dire que la ludification, les escape games, ce sont des moyens pour faire autrement. C'est une façon de diversifier sa façon d'enseigner. Ce n'est pas une fin en soi. Souvent, les élèves, si on passe notre temps à ludifier ou si on passe notre temps à inverser la classe, si on ne fait plus jamais de cours descendants, ils se sentent lésés. Et en fait, le plus important, ça va être d'être à l'écoute des élèves et d'identifier leurs besoins. Parce que si on est à côté de la plaque au niveau de leurs besoins, ça fonctionnera pas. Voilà. C'était surtout ça, c'est que et aussi que les pratiques qui fonctionnent pour Caroline, pour moi, pour les membres du collectif, c'est aussi parce que c'est des pratiques qui nous sont proches, parce que nous sommes joueurs aussi nous-mêmes et qui nous sont familières. Et peut-être que certains collègues ne s'y retrouveront pas, et il ne faut pas complexer pour ça, parce qu'on a tous une identité professionnelle différente, et que voilà, le but c'est de faire au mieux pour les élèves. Caroline, est-ce que tu aimerais rajouter aussi quelque chose? Par rapport au fait qu'effectivement, nous sommes tous dans le collectif et dans le groupe Facebook, une majorité de collègues qui sont joueurs, je rajouterais effectivement que on aime ça, on aime y passer du temps et que créer un escape game, ça prend énormément de temps. Il ne faut pas se le cacher. Créer un escape game pédagogique, c'est chronophage, mais les collègues qui le font prennent ça pour du plaisir. On aime créer des énigmes, on aime se constituer tout un décor, on aime manipuler les outils numériques, etc. Et qu'on rentre dans quelque chose d'assez passionnel et qu'il ne faut pas du tout se sentir obligé de mener ce type de pratique pédagogique si on ne veut pas y passer du temps, si on n'aime pas ça. Là encore, ça va être du chocolat rajouté sur du brocoli et ça va pas passer pour les élèves. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant, Anne-Claude Meunier et Caroline Meyer. Merci à toi, Mathieu. Merci, Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!